Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean-Luc Mélenchon, député européen, ancien candidat à la présidentielle où vous avez obtenu pour le Front de gauche un peu plus de 11%. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 6 mois que la gauche est au pouvoir. François Hollande, cette semaine, dans une interview au Point, soutient, c'est bien le moins, son Premier ministre Jean-Marc Ayrault et affirme que sur l'affaire de Florange, finalement, c'était un bon accord. Tout au plus, y a-t-il eu, dit-il, un problème de communication. Pour vous, c'est une question de méthode ou un problème de fond? C'est un problème de fond. Le président de la République, premièrement, ne croit pas au rapport de force avec la finance. Je pense qu'il ne la comprend pas. Il en a une vision idéologique. À l'ancienne, des sociodémocrates de la fin du XXe siècle. Il pense qu'il y a une stabilité d'un ordre capitaliste avec lequel on compose et que, bon, du moment que tout ça fonctionne, à la fin, il y aura une prise d'avantage pour les travailleurs. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le cas de Mittal, c'est une addition d'erreurs qui ont été faites et dont le résultat est non seulement désastreux pour les travailleurs, mais surtout pour le rapport de force global entre la France, je dis bien la France, et la finance internationale, car elle vient de recevoir un message, les Français cèdent. Monsieur Mittal est un homme qui est entré par effraction en France, à la faveur d'une OPA hostile contre Arcelor. Monsieur Mittal est membre du conseil d'administration de Goldman Sachs. C'est un homme qui prend ses décisions en regardant ce que lui disent les agences de notation. Les agences de notation l'ont mis en garde, s'il n'améliorait pas sa profitabilité, sa note serait dégradée. Et voilà pourquoi M. Mittal a fermé un très grand nombre de ses installations, de manière à, premièrement, obtenir une montée des coûts, deuxièmement, obtenir l'effet dégraissage qui séduit les capitalistes. Et c'est à cela qu'a cédé le président Hollande, alors qu'il aurait suffi de donner un coup, et un coup sérieux, pour que M. Mittal montre ce qu'il est, un tigre de papier. J'ajoute que, au cas particulier, ce n'est pas au Premier ministre de négocier un accord avec un patron, c'est au syndicat. Et le fait d'avoir négocié un accord, comme ils disent, eux-mêmes osent appeler ça un accord, aboutit à ce résultat que les travailleurs sont frustrés de tous leurs droits légaux de négociation dans un cas similaire. Car en effet, comment ça se finit? Les hauts fourneaux seront fermés et donc le cœur de la profitabilité du site de Florange est tué. Question de Romain Mazenot pour RCF. Est-ce qu'il aurait fallu nationaliser Florange? Dans quel cas il faut nationaliser des sites industriels menacés? Je rappelle que vous avez été ministre du gouvernement Jospin, qui est le gouvernement qui a le plus privatisé dans l'histoire de la Ve République. Qu'est-ce qu'il aurait fallu nationaliser Florange? Allons au bout d'une chose. Il ne faut pas marcher par perfidie. Donc j'ai été membre du gouvernement Jospin. Voulez-vous que nous en parlions? Quand vous dites qu'il y a le plus privatisé, ce n'est pas ça la principale caractéristique du gouvernement de Lionel Jospin. C'est en valeur, mais pas en nombre, les plus grosses rentrées issues des privatisations. Donc ce n'est pas vrai que c'est sous le gouvernement de Lionel Jospin que l'on a privatisé le plus grand nombre d'entreprises. Ce n'est pas vrai. Alors on peut discuter les ouvertures de capital qu'il a fait, on peut les discuter, je les discute, mais si on veut faire un examen sérieux de notre histoire, encore faut-il la prendre dans son sérieux, dans sa réalité. Le bilan essentiel pour moi du gouvernement Jospin, c'est les 35 heures qui ont été présentées dans le monde entier comme une mesure communisante. Venons maintenant à la votre nationalisation provisoire, dont François Hollande dit qu'il a encouragé Arnaud Montebourg à le mettre sur la table. C'est une méthode totalement déloyale que de présenter le travail d'un ministre comme celui d'une sorte de mannequin qu'on agite pour faire peur et qu'ensuite on remet dans le tiroir. Ou bien la France estime que la sidérurgie est une activité stratégique dont elle a besoin pour le reste de ses productions, pour organiser son autonomie, sa souveraineté, et dans ce cas, elle le dit, elle le porte jusqu'au bout, mais elle ne joue pas avec les nerfs des autres, elle ne fait pas semblant, et elle dit clairement ce qu'elle a à faire, ce que ne fait pas le président Hollande. J'estime que le récit qu'il fait de cette séquence est d'un cynisme absolument outrageant pour l'idée que je me fais de ma patrie. Voilà, la sidérurgie fait partie des besoins fondamentaux d'une souveraineté nationale bien comprise des Français. Nous avons donc besoin d'une sidérurgie. Ce n'est pas moi qui le proclame à cet instant, c'est la France qui l'a toujours fait. Sinon, pourquoi
aurait-on nationalisé la sidérurgie en 1981? Pourquoi y aurait-on mis 60 milliards de recapitalisation prise sur le bien commun des Français? Et pourquoi, stupidement, l'avons-nous vendu pour 10 milliards en maintenant une participation de l'État? Et c'est parce que l'on avait retiré la participation de l'État à l'instigation de M. Dominique Strauss-Kahn que lorsque M. Mittal a attaqué Arcelor pour le racheter, il a pu le faire, l'État français étant hors de situation de se défendre. Pourquoi je fais cette référence? C'est parce que la question que vous me posez à propos de la nécessité de la nationalisation temporaire ou pas, hein, mais temporaire est une formule qui peut parfaitement m'agréer, c'est parce que en ce moment, Mittal et Arcelor est l'arbre qui cache la forêt. Que se passe-t-il à EADS, où se trouve concentrée notre industrie aéronautique et la pointe des techniques françaises? EADS, aujourd'hui, vient de réorganiser, comme ils disent, sa gouvernance et 70% du capital de ADS est devenu un capital flottant. C'est-à-dire que n'importe quel consortium de banques et de comploteurs peuvent s'emparer de ADS au niveau international, exactement comme M. Mittal s'est emparé de Arcelor. Et je dirais la même chose à propos d'Alcatel-Lucent, le cœur du savoir-faire français, du génie technique que nous avons en matière de télécommunications. Cette entreprise, le gouvernement est en train de la regarder mourir sans rien faire, alors que pour obtenir une ligne de crédit, il aura fallu que Alcatel dépose la totalité des brevets et s'engage à vendre l'entreprise qui fabrique le câble optique sous-marin. Que fait le gouvernement? Rien. Que fait-il dans le cas de ADS? Non seulement il ne fait rien, mais il s'est vanté de ne rien faire en disant c'est l'esprit d'entreprise qui doit l'emporter. Voilà le fond de la pensée de François Hollande. Le marché, au fond, est le meilleur des régulateurs. Jean-Luc Mélenchon, précisons, vous dites, donc Lagardère veut quitter EADS, et vous dites EADS c'est Florange puissance 10. Pourquoi? C'est quoi la menace? La sidérurgie, il peut y avoir débat entre nous. Certains peuvent dire, ah ben monsieur Mélenchon, la sidérurgie, après tout, pourquoi vous mettez ça dans les industries stratégiques? Moi je le sais du point de vue de ma propre planification écologique. Pourquoi je veux qu'il y ait une sidérurgie en France et qu'elle nous produise les aciers fins dont nous avons besoin dans des conditions écologiques. Mais j'admets qu'on puisse discuter du caractère stratégique de la sidérurgie. Mais qui oserait aujourd'hui dire qu'on ne discute pas du caractère stratégique des productions aéronautiques de notre patrie? Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, pourquoi ces puissances 10? Parce que le jour où, à la faveur d'une attaque des capitalistes, que ce soit un fonds de placement ou un consortium sur EADS, fruit juteux, qui viendrait comme d'habitude pour découper, c'est-à-dire mettre d'un côté les bons brevets, les procédés de fabrication, les appareils les plus rentables et jeter tout le reste. Comment nous défendrons-nous? Vous aurez la Commission européenne qui viendra comme d'habitude dire, comme elle l'a dit au moment de Péchinet, il y a un risque de monopole, ou comme elle l'a dit au moment de l'attaque de Mittal contre Arcelor, il ne faut pas laisser faire et nous perdrons tout. Et à ce moment-là, mes amis, ce n'est pas seulement des hauts fourneaux que nous perdrons, c'est de la matière grise par milliards et milliards de droits et de brevets. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Vous avez voté oui à Maastricht, Jean-Luc Mélenchon? De quoi vous plaignez-vous? En fait, vous avez voté oui pour tout le mécanisme qui empêche précisément la patrie, la souveraineté dont vous faites l'éloge aujourd'hui, de tenir ses propres richesses, sous sa coupe. Alors là aussi, ne soyez pas, ne répétez pas la propagande gauchiste, parce que c'est toujours ce qu'on me dit. Vous avez voté oui à Maastricht. Oui, j'ai voté oui à Maastricht, et je l'ai fait avec beaucoup de conviction. Oui. Je croyais réellement que nous entrions dans un cycle vertueux de construction de l'Europe. Vous dites que vous êtes trompé. Mais non, je ne sais pas, mea culpa, pardon, je sais où je suis, hein, mais je pense que le devoir d'un homme politique et d'un responsable et de quelqu'un qui prétend incarner son pays, c'est d'examiner tranquillement le bilan de ses propres actes. Je pense que oui, c'est une erreur d'avoir signé Maastricht. Pourquoi? Mais la question essentielle, c'est pourquoi c'est une erreur? C'est pas un complot. Le président Mitterrand ne complotait pas quand il signait Maastricht. À l'époque, nous étions tous en proie à une vision du capitalisme, je parle pour nous les gens de gauche, totalement erronée, et je parle du Parti socialiste. Nous n'avions pas compris la transnationalisation du capitalisme. Nous pensions comme au XIXe siècle, je dis nous, moi j'étais pas dans le coup, mais enfin, je participais de cette logique. Nous pensions que plus on intégrerait l'économie, plus il en résulterait mécaniquement une intégration citoyenne et politique. Très clairement, vous croyez à l'époque à une sorte d'Europe fédérale,
Oui, je pensais que ça se ferait naturellement parce qu'on aurait intégré le marché et qu'on arriverait à harmoniser par le haut, fiscalement et socialement. C'est le contraire qui s'est produit. Mais pourquoi? Ça ne met pas en cause la mauvaise volonté, le complot, les méchants. Ça met en cause une mécanique, un effet de système. Dans cette époque du capitalisme, les choses ne peuvent pas se passer autrement, sauf à rompre avec le capitalisme. J'ajoute quelque chose pour nos auditeurs qui, je sais, aiment et écoutent l'histoire de France. Lorsque nous signons Maastricht, mes amis, revenez dans le réel, l'Allemagne est en train de se réunifier. Ce n'est pas un problème pour nous, 80 millions d'Allemands? Bien sûr que si, c'est un problème pour tout le monde. La manière dont l'Europe s'organise, et en particulier l'Allemagne, est un problème à côté de quoi nous ne pouvons pas passer avec une espèce d'esprit, superficiel et naïf. À l'époque, le président Mitterrand avait comme argument, premièrement, qu'en faisant la monnaie unique, nous clouerions la main des Allemands sur la table. Je vous redonne son expression. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on les empêcherait de se livrer à la surenchère à laquelle, pour finir, ils se sont quand même livrés, et qui a mis à leur remorque toute l'Europe à ce moment-là, et encore maintenant, dans la phase dans laquelle nous sommes. Et deuxièmement, disait-il, on ne pourra plus conspirer contre votre monnaie. Voilà les deux arguments que nous avions. Les deux se sont avérés être erronés parce que participant d'une vision du capitalisme de notre temps qui était erroné. Voilà pourquoi, monsieur, après avoir voté oui à Maastricht, je ne me suis pas contenté de venir dire à mes interlocuteurs et de répéter inlassablement, depuis bientôt 5 ans, que j'ai voté non au traité de 2005. Et je voudrais vous rappeler que dans le traité de 2005, il y avait tous les autres traités, inclus le traité de Maastricht. Par conséquent, en ce qui concerne le traité de Maastricht, j'ai voté oui et puis j'ai voté non. Et lorsqu'est venu le traité de Lisbonne, qui est la décalque du traité constitutionnel qui lui-même contenait le traité de Maastricht, j'ai également voté non, ce qui n'est le cas de fort peu de monde, vous le savez, aussi bien à droite qu'à gauche. Alors je reviens sur Florange, mais on pourrait parler de PSA, Sanofi, etc., tous les plans sociaux qui s'empilent sur le bureau du gouvernement. Est-ce qu'au fond, c'est pas l'impuissance de l'État, comme le disait d'une certaine façon, excusez-moi de revenir à Lionel Jospin, mais c'est quand même lui qui disait on ne peut pas tout demander à l'État. L'État est impuissant si ceux qui le dirigent le sont eux-mêmes. D'où tombe le libéralisme, je vous prie? D'où vient cet ordre d'organisation des choses? Il n'a rien de naturel. Il résulte de décisions qui ont été prises, de lois qui ont été votées, de règlements qui ont été décidés. Le marché totalement dérégulé, c'est une idéologie parmi d'autres, qui a trouvé des relais dans les États et dans les organisations politiques pour se mettre en œuvre avec une férocité et un esprit de système au moins équivalent à celui des soviétiques. C'est-à-dire que moins ça marche, et plus on dit qu'il faut continuer dans cette voie-là. Bon, ils sont impuissants parce qu'ils le veulent bien, notamment en Europe. On ne cesse de me dire « Ah, mais monsieur Mélenchon, tout ce que vous dites vous oblige à sortir de l'Europe. » Je dis « Mais non, pas du tout. Nous sommes la deuxième puissance européenne, et bientôt la première, en nombre en tout cas, et en territoire. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Par conséquent, nous ne sommes victimes que de notre faiblesse. Si le président Hollande, commençant son mandat, n'avait pas été si gentiment, si aimablement et au fond si misérablement accepté n'importe quoi de Mme Merkel, comme l'avait fait M. Sarkozy auparavant, nous n'en serions pas là. S'il n'était pas revenu en France en disant j'ai un plan de croissance, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas vrai, que sur les 120 milliards qu'il prétend avoir obtenus, 60 milliards existaient déjà et tout le reste c'est de l'emprunt. S'il n'avait pas donné au gouvernement allemand actuel l'impression de cette faiblesse, le gouvernement allemand actuel n'aurait pas continué à avancer. S'il avait frappé réellement M. Mittal au lieu de le caresser, eh bien M. Mittal aurait reculé. S'il avait dit au patron du CAC 40... Comment le frapper? Qui, M. Mittal? En nationalisant. Il n'y avait rien de plus simple. C'était de dire, voilà, M. Mittal, ou vous rallumez les fourneaux, ou nous nationalisons le site. Et vous faites fuir des milliers d'investisseurs? Mais jamais de la vie. Parce que mais ça, c'est vous qui croyez ça. Fuir les investisseurs. Hein. Mais pas du tout. Les investisseurs. Ça crée du chômage donc. Mais non, les investisseurs ne sont pas des idéologues. Les investisseurs, ils comptent leur argent. Voilà. Et ils comprennent parfaitement le message de la France. La preuve, c'est qu'ils comprennent par exemple le message du Brésil. Monsieur, vous n'en parlez pas, mais regardez comment font les autres. Au Brésil, quand vous investissez, vous mettez un dépôt de garantie. Vous imaginez que moi, président de la République, comme dirait Hollande, je dise tous ceux qui viennent en France, et ils sont nombreux, hein, investir. Je leur dis oui, mais messieurs, avant d'investir, j'exige que vous cautionnez une partie du capital. Et si vous partez avant 5 ans... On pourrait le faire avec les règles européennes, ça? On pourrait le faire? Mais c'est en tout. C'est en tout. C'est en tout, c'est bien ce que je dis. Si au lieu de bavarder
et de rester prisonnier, englué dans le piège de la politique de la CDU-CSU en Allemagne. Les Français avaient leur propre vision du développement européen et l'affirmaient clairement. En mettant sur la table des méthodes et des mesures, le débat en Europe serait totalement différent. Et je vais vous surprendre. Je vais vous dire qu'il y a des gouvernements de droite qui donneraient raison à la France et qui l'appuieraient. Pourquoi? Parce qu'en Europe, vous avez des pays qui ont une tradition nationale, d'industrie nationale, et qui n'acceptent pas pour des raisons nationalistes, mais pour des raisons, en quelque sorte, de tradition technique, industrielle, de se voir dépecer. Nous étions partis de comment pouvait-il frapper? Oui, en menaçant de nationaliser. Et vous savez ce qui se serait produit? Monsieur Mittal, comme un petit garçon, aurait demandé pardon. Vous savez pourquoi? Parce que Florange fait partie, c'est une machine à cash flow pour Monsieur Mittal. Et par conséquent, si vous lui dites, je vous la prends et je vais la donner à quelqu'un d'autre, il baisserait le ton et ce serait un gentil garçon. Parce que si on lui prend Florange, alors les agences de notation baissent sa note, les taux d'intérêt qu'il aurait à payer pour le reste de ses investissements augmenteront. Monsieur Mittal est un tigre de papier. Ce n'est pas vrai qu'il a toutes les armes de son côté. De la même manière, Goldman Sachs et la banque UBS sont des tigres de papier en face d'Alcatel, à condition que le gouvernement français se tienne derrière eux. Votre question, c'était sur la puissance des États. On a la puissance que l'on assume. Quelle est la limite à l'impuissance? Eh bien, la résistance. Ça s'appelle du protectionnisme économique, hein. Ça s'appelle du protectionnisme économique. Mais parce qu'il faut se faire peur avec des mots. Alors, comme il y a eu une campagne ininterrompue contre le protectionnisme, assimilé au diable, et que sais-je, au Gosplan, à l'Albanie socialiste, et je ne sais quoi, tout ça, ce sont des mots. Les États-Unis d'Amérique pratiquent un protectionnisme féroce sur leurs télécommunications, raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont en train d'absorber petit à petit Alcatel-Lucent, parce que le gros du marché est là-bas. Pourquoi il est là-bas? Parce que le marché est protégé. Et qu'il y a Lucent qui est une compagnie américaine. J'espère que nos téléspectateurs suivent mon récit, mais je fais la démonstration concrète, pas idéologique, de ce que je dis. Question de Corinne Laurent pour La Croix. Au fond, ce que vous dénoncez, c'est un problème de ligne politique sur les dossiers industriels. Quand le gouvernement décide aussi un pacte de compétitivité, est-ce que c'est un tournant pour la gauche? Non, mais déjà, commençons par ne pas appeler la gauche le Parti socialiste à lui tout seul. C'est un tournant assumé pour le Parti socialiste. Voilà, le Parti socialiste. C'est une convention, le Parti socialiste est à gauche. Oui, mais il n'est pas la gauche. Enfin, ou alors, je suis quoi, moi? Mais cette décision, est-ce qu'elle... La gauche, c'est moi. Eux, c'est le social-libéralisme, qu'on connaît tous. C'est une doctrine dont maintenant vous connaissez le contenu. Moi, je l'ai révélé, je ne veux pas dire démasqué, j'ai consacré un livre de 350 pages pour vous expliquer qui est M. François Hollande. Quelle trajectoire il a depuis les années 1980. C'est un social-libéral avéré, un blairiste, schröderien, papandréouiste. Que vous avez Il est dans cette filière-là. Deloriste. Non mais c'est pas le dire n'est pas l'insulter, c'est le situer politiquement. Moi vous pouvez me situer politiquement, je ne m'en défendrai peut-être pas forcément, mais je le situe politiquement. Donc, et vous avez tous fait semblant de croire, alors que vous n'en croyez pas un mot à ce qu'il disait. Quand il a fait le discours du Bourget sur la finance et le reste, tous les médias ont salué la ruse. Tout le monde savait que c'était une ruse. Et il y avait un certain nombre de gens comme moi pour dire, bon bah tant mieux s'il le dit, et maintenant il faut aller au bout. Tout le monde a fait semblant, mais vous saviez bien qu'à un moment ou à un autre, cette vérité éclaterait. Je l'avais annoncé, je vous avais dit, on ne fait pas une politique de gauche avec quelqu'un qui prétend qu'il va rentrer dans les clous des critères de Maastricht en 2 ans. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire 50 milliards à retirer de l'économie réelle du pays. Ne vous l'avais-je pas dit? Oui, je vous l'avais dit. Vous m'avez regardé de haut, on a parlé d'autre chose, du fait que j'étais une pop star, de mes effets tribuniciens, et pas du contenu. Il est arrivé et il l'a fait. Et c'est exactement la somme que j'avais annoncée, 50 à 60 milliards. Et comme il en manquait, vu qu'il n'avait retiré que 30 milliards dans son projet de budget actuel, le budget qu'il a fait voter, il en a rajouté 20 derrière, dans un pseudo-plan de compétitivité qui voudrait faire croire que le problème de la compétitivité, dont le terme mériterait d'être creusé, dépendrait du prix du travail, alors que c'est intégralement le problème du prix du capital. Mais il cotise à la bonne société. Donc vous avez un Papandréou de plus, c'est tout. Et ça, c'est un sujet de divorce avec lui? Vous pensez que les catégories populaires sont en train de décrocher à cause de ces sujets industriels? Mais pas que les catégories populaires. Vous savez, nous avons... Moi, ma thèse et ma campagne électorale, et ce que je dis depuis, est bâti sur le fait que les patrimoines électoraux ont cessé d'exister.
Voilà, vous avez 20% des Français qui, quoi qu'il arrive, votera à gauche en se pinçant le nez, en se bouchant les yeux, en se bouchant les oreilles, et 20% qui voteront à droite, quoi qu'il arrive, même si tous les chefs de droite s'entretuent en public. Et puis vous avez au milieu une masse immense de Français qui a des référents culturels, c'est très important, les référents culturels, qui sont ambivalents, qui les prendra en compte, hein, bon. Alors les référents culturels, qu'est-ce que c'est? Des valeurs auxquelles nous croyons tous, l'amour, la fraternité, l'égalité, on y croit plus ou moins, la liberté, voilà. Et notre peuple regarde et se demande de quel côté aller. Dans une bigarrure dont vous n'avez peut-être pas idée, voyez le nombre de chrétiens qui ont pu se tourner vers moi. Alors que je suis censé incarner le diable et le soufre en personne. Donc toutes ces catégories, pour beaucoup de nos concitoyens, n'existent pas. Ils regardent. Et que voient-ils? Ils ont fait confiance à quelqu'un qui qui s'est présenté d'abord dans un registre personnel, en tant qu'être normal, voilà, à côté d'un agité. Ce qui donnait une dimension personnelle, à mes yeux, très désagréable à la campagne. Et puis qui a prétendu avoir une politique raisonnée d'affrontement avec la finance. Ben voilà, que se passe-t-il? Le contraire. Que croyez-vous que... Vous croyez que les Français ne voient pas ce qui se passe? Ils se disent, mais cette histoire de Florange est grotesque. Mais même des Français, je veux dire, de droite, ne sont pas choqués. C'est qui la finance, Jean-Luc Mélenchon? C'est qui? Quel est le visage, l'adresse, le numéro de téléphone de la finance? Oui, eh bien, écoutez, nous avons... Si on doit l'affronter, quel est le visage aujourd'hui? C'est qui? Ou en France? De la finance, oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est C'est pas très difficile. Les agences de notation qui ont tous un siège à Paris, j'ai déjà fait des manifestations, une série de dirigeants du CAC 40 qui sont des intervenants directs de la sphère financière dans la mesure où la masse de leur trésorerie participe de cette sphère. Tous ceux qui participent dans le commandement des grandes entreprises et que moi je propose dans le cadre de la révolution citoyenne de dégager, c'est-à-dire chaque fois qu'on a mis un financier à la place d'un ingénieur ou d'un productif, je propose qu'on renverse les hiérarchies. Par exemple à Airbus, alors bonjour aux chrétiens d'Airbus, hein, ils savent ce que moi j'attends d'eux, c'est-à-dire qu'on remplace les uns par les autres. Donc oui, ça a des noms et des visages, c'est très concret. Et je ne dis pas que ce soit... Et puis après, il y a évidemment les grandes banques de notre pays, les fonds d'investissement qui se déplacent comme s'ils étaient chez eux à travers toute l'Europe. Quelle action pouvez-vous avoir sur des privés, sur des organisations privées? Quand vous dites remplacer, on imagine bien que dans les entreprises publiques, les choses soient possibles. Et oui, le gouvernement a pris des initiatives dans les entreprises, en particulier du domaine des rémunérations. Mais dans les entreprises privées, quelle est votre marge de manœuvre? Quelle est la possibilité que vous ayez d'agir? Entendons-nous, monsieur, vous savez à qui vous parlez. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui vous dit, moi, je vais m'installer à l'Élysée ou à Matignon, et puis voilà, la vie va continuer comme avant, sauf que comme je suis plus intelligent, ça va aller mieux. Je ne vous raconte pas ça. Je vous dis que tout le monde doit s'y mettre. Voilà. La nation, le pays, dans le cadre de l'Europe, est capable de donner des objectifs. Sinon, mais qui sommes-nous? Que ferons-nous? Nous avons, par exemple, pour orienter, vous ne m'en parlez pas, mais moi ça m'intéresse, orienter l'industrie de tel ou tel côté, c'est à ça que sert la planification écologique. Dans les entreprises, il y a des syndicats, il y a du personnel, il y a des gens qui sont là. L'État peut devenir actionnaire, vous savez, Alcatel-Lucent, je peux le racheter demain matin, hein. Ça vaut 1 milliard tellement c'est sous-coté, ou 2 milliards, c'est rien du tout. Pour le fonds d'investissement de l'État, d'en racheter une part et de venir à la table du conseil d'administration. Oui, l'État doit être stratège et intervenant, ça ne veut pas dire tout collectiviser, ça veut dire qu'en toutes circonstances, la société a des droits. L'intérêt général a des droits sur l'intérêt particulier. Et moi, j'affirme que les Français, collectivement, ont des droits sur leur aéronautique. Je ne dis pas que ce n'est pas eux qui vont décider, mais ils ont des droits. Voilà. Alors, avant de marquer une première pause, juste une question. Depardieu qui s'installe en Belgique. Est-ce que ça vaut toute cette agitation? Est-ce que vous diriez, comme vous le dites dans votre livre, qu'il s'en aille? Ah, attendez, ça vaut cette agitation, bon, c'est la vie, c'est comme ça, et à un moment donné, ça cristallise sur un événement fortuit. Des émigrés fiscaux, il y en a. Ils sont d'ailleurs encouragés par le discours de la droite, qui ne cesse de dire « Ah, vous vivez un martyr en France, et le retour des kolkhozes ». Alors après, on raconte tout ça à l'étranger. Ce que font la droite française et les secteurs du grand patronat est irresponsable, parce que ça donne une image de la France qui ne correspond pas du tout à ce que nous sommes. Hein. Bon, alors, comme on leur a dit et répété que c'était normal de s'en aller, vu que l'État est injuste, brutal et confiscatoire, ils s'en vont. Certains s'en vont. Pas tous. Je voudrais faire cette nuance, parce qu'elle a une grande importance dans le maniement du pays. Tous les riches et les grands patrons ne s'enfuient pas. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des mots qui flétrissent ceux qui se comportent comme des patriotes.
Et ils se comportent comme des patrons aussi, hein. Ils sont violents, mais enfin quand même, ils se comportent comme des Français respectueux de la collectivité. Bon, et puis après il y a ceux qui s'en vont, ça tombe sur Depardieu. L'image est surchargée par celle d'Obélix, hein. Voilà, par ses personnages. C'est un symbole. Bon, ben oui, voilà. Alors bon, mais c'est surtout un homme d'affaires. Et comme on lui a dit que faire des affaires, c'est ne penser qu'à soi et en accumuler le plus possible, il s'en va. Bon, ben, alors au lieu de l'injurier, si vous voulez, moi je déteste ces façons de faire. Le verbe haut, j'en suis une incarnation. Et même fleuri, et même lyrique. Mais après, quand on a le pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. À quoi ça sert d'insulter M. Depardieu et de pleurnicher sur la situation quand on a le pouvoir et les moyens de faire en sorte que ce soit Depardieu qui soit ridiculisé? Je ne veux pas focaliser. Vous n'auriez pas dit que c'était minable? Non, j'aurais dit M. Depardieu a bien fait, parce que finalement, il nous prouve qu'il n'y a pas de limite à la voracité. Et donc, finalement, ben, je n'avais pas prévu de faire ça tout de suite, mais je vais le faire tout de suite. Je vous fais la loi sur la taxation différentielle. C'est-à-dire, M. Depardieu paiera ses impôts en Belgique, et ce qu'il aurait dû payer en France, hein, Belgique moins France, reste France, et ben il le paiera en France. Ça s'appelle la taxation différentielle, en anglais exit tax pour être moderne, et les Nord-Américains le pratiquent dans le monde entier. Voilà, maintenant vous êtes français, vous payez. Et si vous voulez fuir la nationalité française, alors vous vous exposerez sans doute à d'autres inconvénients, comme la confiscation, parce que celui qui fuit sa nationalité, et en avouant que sa seule patrie c'est l'argent, doit s'attendre à ce que la réplique se fasse sur le terrain sur lequel il se situe lui-même. Voilà, fin de cette première partie. Nous nous retrouvons. Commission Sicard a remis avant-hier son rapport sur la fin de vie. La Croix en avait d'ailleurs publié l'essentiel. Il rejette ce rapport, l'euthanasie en tant que telle, mais envisage sous certaines conditions la sédation et le suicide assisté. Sur ce sujet très sensible, première question de Corinne Laurent. Oui, la mission Sicard est prudente. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut aller vers une évolution des textes en vigueur sur ce sujet? Le débat a déjà lieu depuis un moment, donc on a eu tous le temps de s'y préparer. Ce que vous appelez un sujet sensible, c'est parce que nous autres, tous, autant qu'on est, quelles que soient nos convictions et nos engagements politiques, nous sommes à une frontière de nous-mêmes, hein. Et il nous faut opiner, avoir un avis. C'est la grandeur du système démocratique. Je rappelle qu'une décision en démocratie, la démocratie, ce n'est qu'une manière de prendre des décisions. Ça ne force pas les convictions, hein. C'est-à-dire, la décision est prise, elle ne vous convient pas, vous conservez le droit de la critiquer et de vouloir revenir dessus. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut une loi hier? Il le faut parce que sinon, nous sommes là dans un domaine où on pourrait pénalement poursuivre ceux qui commettraient tel ou tel acte ou qui ne poseraient pas tel ou tel acte. Car on voit les choses de deux manières et il faut les deux les respecter, convaincre autant qu'on peut. Puis après, il faut prendre une décision. Déjà, pourquoi j'insiste sur la décision? C'est parce que nous avons entendu récemment une conception de la loi à géométrie variable qui n'est pas acceptable, hein. La loi, c'est la loi. Étant décidée par tous, elle est appliquée à tous. Donc mesurons... Vous faites référence à quoi, excusez-moi? À la soi-disant liberté de conscience face à la loi. La liberté de conscience est totale. Chacun d'entre nous peut rejeter moralement et combattre une disposition de toute son énergie. Par exemple, la loi permet la suraccumulation du capital et des conditions de travail monstrueuses. Je proteste et je lutte. Mais je respecte la loi. Je respecte la loi. Donc, quand la loi est votée, elle s'applique. Et c'est pas chacun se dit, ben, moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, parce que sinon c'est pas la peine d'avoir une loi. Donc, c'est ça l'enjeu. Je me permets de le rappeler. Moi, je n'accepterai pas qu'on se sorte de la difficulté en disant on vote une loi, mais s'il y en a qui veulent pas l'appliquer, l'applique pas. Non, parce que nous sommes tous en train de réfléchir à mettre au point des bases de décision sur lesquelles nous puissions tous nous accorder. Or, il y a des philosophies contraires dans cette affaire, ou des vérités contraires. Pour certains, des vérités révélées qui correspondent au mouvement de leur propre cœur. Bon, pour d'aucuns, quelle que soit la forme, l'interruption de la vie d'autrui est inacceptable. Bon, il faut l'entendre, il faut le comprendre. Et pour d'autres, le principe de liberté et de droit de disposer de soi-même est un principe radical d'humanité. Donc moi, je ne vais pas fustiger le point de vue contraire au mien. Je voudrais qu'on l'entende, notamment parce que je me trouve en face de chrétiens, c'est-à-dire de gens qui interprètent la réalité à partir d'une grille de lecture qui fait appel à une spiritualité et à une vision d'humanité, ce qui est aussi mon cas.
Donc moi, je me réfère à l'humanité universelle et au droit universel de la personne humaine. Mais c'est quoi la voie de la sagesse à quelle hauteur Je ne sais pas ce qu'est la voie de la sagesse et je n'ai pas cette prétention. Je sais ce que je crois et que je peux démontrer. En attendant qu'on m'en démontre le contraire, car je crois au débat raisonné. En quoi ça consiste? Je crois que l'humanité s'accomplit dans la liberté. Et que notre nature, s'il y a une nature humaine, notre humanité s'accomplit dès lors que nous sommes en liberté totale de nos choix. Raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, de nombreux courants chrétiens ont milité pour des lois de liberté qui donnaient la possibilité que s'accomplissent des choses avec lesquelles ils n'étaient pas du tout d'accord. Par exemple, encore maintenant, dans les cortèges pour le mariage pour tous, vous avez des cortèges chrétiens. Et quand vous parlez avec eux, que vous disent-ils? Ils vous disent, nous, chrétiens, nous ne sommes pas d'accord. Certains sont d'accord avec le mariage homosexuel. Mais je connais, en tout cas, des chrétiens, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est mon affaire et je veux convaincre, pas contraindre. Je suis dans cette logique-là, qui consiste à dire, nous devons pouvoir disposer de nous-mêmes en toutes circonstances et avoir notamment la liberté de décider soi-même d'éteindre la lumière. C'est ma manière d'en parler. De la même manière que je milite pour le droit à l'avortement, qui ne se confond pas avec une approbation de l'avortement, de la même manière, je milite pour le droit, je ne tourne pas autour des mots, au suicide assisté. C'est quand même un double langage. Voilà, maintenant je vous dis le mot, je suis pour le suicide assisté. Mes camarades, les sénateurs hautains au Sénat, avaient proposé une loi dans ce sens. Et je reste fidèle à cette idée. Voilà. Alors, comment faut-il s'y prendre? D'abord en évitant les hypocrisies. Mais en même temps, en ne blessant pas, en ne mettant pas en scène des mots qui offensent et rendent impossible la participation de chacun, je le rappelle, à la loi. Je considère qu'aider quelqu'un à mourir est un devoir d'assistance, dès lors que la personne en a fait le choix. Jusqu'à présent, la loi Leonetti permet l'accompagnement de la fin de vie et d'arrêter ce qu'on a appelé de manière un peu caricaturale l'acharnement thérapeutique. Voilà, Donc, premièrement, il autorise le fait qu'on cesse de soigner, ou d'entretenir en vie, et deuxièmement, que l'on fasse un accompagnement respectueux de la dignité du mourant. Ce dont nous sommes en train de parler maintenant est de savoir si quelqu'un qui a choisi de mettre fin à ses jours, dans certaines circonstances, doit pouvoir être aidé à le faire. Et moi, j'en suis partisan, ce qui ne veut pas dire que je le recommande. Question de Romain Mazneau, RCF. Mais est-ce qu'en faisant du suicide assisté une option possible pour quelqu'un qui souffre d'une maladie grave, incurable, est-ce qu'on ne court-circuite pas le débat sur les soins palliatifs dont le manque est criant en France? Est-ce que c'est pas ça la priorité? Il y a très peu de médecins qui sont formés aujourd'hui à ce type de soins. Non, ne tournons pas autour du pot. L'être qui arrive à cette limite, d'abord nous avons un devoir d'humanité. Bon, alors, celui-ci choisira d'être aidé avec des soins palliatifs, parce que c'est sa conviction, parce qu'il se bat, parce qu'il peut aussi avoir le droit, et la vie a prouvé que c'était fondé. Il peut penser qu'une autre issue que celle qu'on lui a annoncée va se produire. Moi, j'ai connu des amis qui se croyaient perdus, et qui, en fait, ne l'étaient pas. Bon. Donc les soins palliatifs, c'est une chose, et vous avez raison de dire qu'il est inacceptable qu'on fasse souvent si peu de cas de la souffrance. Et il n'y a pas grande charité, si vous me permettez de vous le faire remarquer, à accepter une espèce de demi-loi Leonetti, où on dit, bah écoutez, c'est fini, c'est perdu, donc on arrête. Mais la dignité, on fait comme on peut, quoi. Je veux dire, les palliatifs, les soins palliatifs, les remèdes à la souffrance qui permettent à la personne de... Le rapport Sicard va un peu plus loin parce qu'il suggère... Oui, j'ai compris, mais je réponds à la question de savoir s'il y a une priorité. Les médecins puissent administrer un produit qu'on appelle la sédation et qui peut... Voilà. Alors là, il y a un deuxième débat, mais terminons sur celui-là. C'est pas ou les soins palliatifs ou le suicide assisté, c'est les deux. Et encore une fois, c'est la liberté de chacun. Par exemple, une personne qui a la foi peut penser que si... Bon, premièrement, que sa religion lui interdit de mettre fin à ses jours. C'est un commandement qui peut lui sembler d'autant plus impérieux qu'il s'y trouve à ce rendez-vous. Deuxièmement, vous pouvez avoir quelqu'un qui pense qu'ayant la foi, son rapport à cette foi va faire qu'il va être tiré d'affaire.
Donc on doit respecter tout ça, on ne doit pas dire puisque tu crois, tu peux souffrir tant que... Non, donc c'est et les soins palliatifs et le suicide assisté, c'est les deux. Mais il faut se prononcer sur le suicide assisté, il ne faut pas biaiser. Après, quand on parle de suicide assisté, nous devons tenir compte des deux protagonistes, c'est-à-dire la personne en fin de vie qui a pris sa décision et le soignant, qui est une personne humaine qui mérite autant de respect que l'autre. Nous en sommes bien d'accord. Et qui ne peut pas avoir de neutralité affective, intellectuelle à l'égard des actes qu'il pose, parce qu'il s'agit bien d'aider quelqu'un à mourir. Par conséquent, on ne peut pas imaginer, en quelque sorte, pour faire une caricature, une piqûre. On fait une piqûre et puis 5 minutes après, la personne est morte. Non. Là, nous parlons de permettre à quelqu'un, ce qui se passe aujourd'hui très couramment, d'entrer dans un sommeil qui est un sommeil sans réveil. Et c'est un sommeil long, j'ai pu moi-même l'observer, et qui se termine de la façon que vous savez, par la mort. J'ai remarqué, Jean-Luc Mélenchon, que vous n'avez pas parlé d'euthanasie. Il m'avait semblé pourtant que vous étiez plutôt favorable à l'euthanasie. Oui, mais détaillez le mot, parce que Alors, sinon... on va prendre un exemple. Vincent Imbert, le jeune Vincent Imbert, dont tout le monde connaît l'histoire, était tétraplégique, ne pouvait pas donc recourir au suicide assisté. Prenons cet exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut dans ce cas-là une exception d'euthanasie? Mais il faut, quand on parle du suicide assisté, on a tout dit. On n'a pas biaisé avec les mots. Voilà. Ce que voulait ce jeune homme, c'était se suicider. Et il n'était pas en état de le faire. C'est sa mère qui l'y a aidé. Nous sommes là dans un acte d'amour qu'on peut condamner, pour des raisons religieuses ou de vérité, etc. Mais c'est un acte d'amour. C'est pas en haine de son enfant qu'elle l'a aidé à mourir. C'est l'inverse. C'est parce qu'elle l'aimait et qu'elle était en état d'entendre sa demande. Et elle en a pris tous les risques. On n'allait pas passer derrière, la société n'allait pas passer derrière et dire « Madame, vous êtes une meurtrière ». Aucun d'entre nous ne dit ça. Peut-être quelques personnes au cœur sec peuvent le dire. On peut littéralement examiner son acte et dire c'est un assassinat. Mais nous savons tous qu'il ne s'agit pas de ça. Bien, alors ne tournons pas autour du pot. Et partons, si vous le voulez, c'est quand même étrange que ce soit moi qui ai à dire ça, partons d'abord de la loi de l'amour et du souci de l'autre et de l'amour de l'autre. Entendons que nous sommes semblables et que dans cette circonstance-là, il n'y a rien d'autre qu'un autre être humain pour vous accompagner. Voilà. Donc moi, je suis pas pour tourner autour des mots. C'est le suicide assisté. Alors peu importe la façon dont a lieu le suicide et l'assistance. Peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Le tétraplégique y a droit comme celui qui est capable de s'administrer lui-même les médicaments. Mais vous savez comme moi qu'il ne s'agit pas de ça. Quand on va entrer dans un sommeil profond, on le fait parce qu'on est aidé, on est branché. Enfin, alors, vous savez bien. Autre sujet qui anime les débats de société en cette fin d'année, c'est le mariage pour tous. C'est une question de Louis Dauphren. Alors vous avez dit, c'est ça, liberté. Vous insistez beaucoup sur le mot liberté. Je voulais avoir une précision par rapport à cela. Parce que là, quand un affreux capitaliste met sur le carreau des millions de gens, c'est aussi sa liberté finalement. Et pourtant, là, vous le réprouvez. Oui, je comprends. Alors que vous faites l'éloge également de la liberté, d'une liberté... enfin, vous le réprouvez, donc vous estimez qu'il doit y avoir des mécanismes d'encadrement pour que cette chose-là ne se produise pas. Et dans les questions sociétales, sur les questions sociétales, là, vous êtes beaucoup plus ouvert, si l'on peut dire, beaucoup moins régulateur. C'est pas vous ce que étiez dans la dirait, manifestation pour le mariage homosexuel. C'est pas ce que diraient les gens qui entendent bien ce que je dis, parce que au fond, je suis aussi très régulateur. Si je dis nous devons donner la possibilité de se suicider, c'est une règle. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Cette possibilité n'est pas là. Bon, si vous m'aidez, madame, à éteindre la lumière, c'est vous qui serez traité comme une criminelle. C'est ma proposition qui vous libère de la peine. Bon, donc à chaque fois, ne tournons pas autour des mots. Nous parlons de lois et de règles humaines. Voilà. Mais ne confondez pas ce qui relève du mécanisme de la responsabilité collective de la société. On va y venir sur le mariage. Ne croyez pas que je veuille biaiser. J'essaye de d'émission. Oui, d'accord, mais je vous décris le mécanisme. Bon, moi, je crois que ce qui est fondamentalement humain, c'est ce qui est gratuit. Et ce qui est gratuit, c'est ce qui est libre. Gratuit, ça veut dire donner en échange de rien. C'est le seul acte qui ne relève d'aucune manière de l'instinct, mais de la construction culturelle. Et c'est la liberté qui le rend possible. Voilà. Donc, dans la question du mariage, comme dans les autres questions, la liberté individuelle ne vous contraint pas, vous croyant,
On ne demande pas à l'Église d'unir des homosexuels dans les églises. La loi ne le permet, ne s'en mêle pas. La loi ne se mêle pas des croyances, ne se mêle pas des religions. Mais elle permet que dans la société, ceux qui veulent se marier puissent le faire. Ce qui provoquera, ça aurait été la question à me poser, un certain sourire de ma part devant ce nuptialisme généralisé qui est si peu traditionnel à gauche. Parce que, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a des pages et des pages de Léon Blum en faveur de l'union libre. Et j'appartiens à une génération où le mariage n'était pas, comment oserais-je dire, en odeur de sainteté, même si moi-même je me suis marié fort jeune. Et François Hollande, le président de la République, n'est pas marié. Mais ce que je voulais dire, donc c'est que tout ça, il y a... Mais c'est, voilà, à qui ça fait du mal, monsieur, honnêtement? À qui ça fait du mal? question... Le mariage homosexuel, à personne. Non, mais juste le discours... Est-ce qu'il y a trop d'amour dans la société attendez. pour qu'on n'en veuille pas? Mais c'est pas une question d'amour, mais Comment c'est pas une question d'amour, le mariage, alors qu'est-ce que c'est? Juste un point, Jean-Luc Mélenchon. Le discours de l'égalité aujourd'hui, puisque c'est les manifestations pour l'égalité est le mot qui revient le plus souvent. L'exigence d'égalité, Christiane Taubira. Le discours d'égalité est aujourd'hui un discours, en fait, ultralibéral, qui correspond parfaitement à la dérégulation ultralibérale. La fragmentation générale de la société, le oui à toutes les revendications d'où qu'elles viennent, au nom de l'égalité. Donc vous êtes en porte-à-faux entre si vous une voulez, vision de si gauche vous qui voulez, n'est pas libérale et en fait des acceptations si vous de voulez, cette société d'abord, qui sont libéraux. vous savez comme moi que sur le plan historique, il y a un rameau commun au libéralisme idéologique, intellectuel et au socialisme, vous le savez aussi bien que moi. Donc vous êtes libéral. Non mais non. Vous le reconnaissez. Ne jouons pas avec les mots. Ça n'a pas de sens. Je suis, vous le savez, un éco-socialiste. Donc si vous et de culture assez profondément collectiviste. Donc ce serait une usurpation d'identité que de venir faire le singe et dire écoutez, je suis un libéral. Ce n'est pas vrai. Bon. Mais en matière de liberté et d'égalité humaine, oui, je suis un enragé. Ça, si vous voulez me situer là, oui, bien sûr. Et l'égalité, monsieur, vous savez très bien quelle est notre lutte. Elle a commencé il y a bien longtemps, hein, avec le courant des Lumières. C'est la même histoire qui continue. Elle a lieu en France. Pourquoi ? Pourquoi elle a lieu en France de manière si forte? Parce qu'il y a eu la Grande Révolution. C'est-à-dire que c'est le seul endroit au monde où on a voulu commencer à faire un régime politique qui soit assis sur des droits universels et non pas spécialement français. Voilà pourquoi nous les Français, nous sommes par vocation universalistes. Et aujourd'hui, la bataille continue. Que fait un homme de gauche, aussi marqué à gauche que moi, dans une histoire de mariage égal pour tous? On pourrait se poser la question, d'ailleurs vous me la posez. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la question de l'égalité qui est là. Donc ça veut dire, oui, tous les êtres humains, monsieur, sont semblables. Pas identiques, hein, semblables. Et comme ils sont semblables, il y a un intérêt général humain. Et s'il y a un intérêt général humain, il est supérieur aux intérêts particuliers. Voilà pourquoi il nous faut et la démocratie pour dire quel est cet intérêt général, et la République pour dire qu'est-ce qui est bon pour tous. Voilà pourquoi c'est nous qui finirons par avoir raison dans la grande querelle qui commençait en 1789 et qui continue là. Je suis prêt à vous le concéder, qui traverse un peu toutes les familles. Alors, on va marquer notre deuxième pause et on se... Sur la PMA, la procréation médicalement assistée, refait surface, puisqu'un amendement en ce sens va être déposé par le groupe socialiste à l'Assemblée. Est-ce que, finalement, au nom du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qui peut justifier qu'on interdise le recours aux mères porteuses? Est-ce que, finalement, ce n'est pas aller jusqu'au bout de cette logique? Elisabeth Badinter et Irène Théry, dans Le Monde, soutiennent la gestation pour autrui, les mères porteuses. Voilà, un très bel exemple d'égalité, de droit à l'égalité. Non, c'est une égalité un peu formelle et mal comprise, à mon avis. Mais je voudrais d'abord démêler avec respect les positions. Là, vous évoquez Elisabeth Badinter. Moi, j'ai du respect pour Elisabeth Badinter. Je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je respecte ce qu'elle dit. Et j'entends, elle dit il y a des formes de procréation pour autrui qui sont nobles et dignes, etc. etc. Bon. Qui suppose tout au fond un droit à l'enfant, auquel, pour ma part, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'enfant. Il y a des enfants qui naissent avec une méthode qu'on connaît tous, c'est que les enfants naissent dans le corps des femmes, sont portés à terme et ils naissent. Voilà. Les êtres humains sont semblables, ne sont pas similaires. Un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Il y a une construction du genre, politique, culturelle, sociale, etc. Mais l'aptitude dans la procréation n'est pas la même. Alors, moi, je me bats d'un côté pour dire une aptitude n'est pas un destin, par conséquent, je suis partisan du droit à l'avortement, mais après, je ne vais pas dire, puisque les femmes peuvent porter des enfants dans leur corps, alors n'importe quel homme doit pouvoir en faire autant, parce que ça n'a pas de sens. Et la PMA, c'est pas un droit à l'enfant? Alors, non, c'est l'accomplissement d'une aptitude. Le corps des femmes permet de faire des enfants. Donc, les femmes qui le souhaitent font des enfants. Alors, elles vivent en couple, très bien. Bon. Quant aux hommes,
ils ont tout le loisir ou d'adopter ou d'élever eux-mêmes les enfants de l'un ou de l'autre des deux conjoints. Mais je ne vois pas en quoi le mariage pour tous produirait mécaniquement un droit à l'enfant qui de toute façon n'existe pas. Par exemple, que répondrez-vous aux personnes qui sont stériles et en dépit de toutes les tentatives ne parviennent pas à avoir d'enfants? Vous leur direz quoi? Vous êtes frustrés d'un droit à l'enfant? Ils ne le présentent pas du tout comme ça. Ils le présentent comme une exigence d'amour, une volonté d'amour, voilà. Bon. Donc ne mélangeons pas tous les registres, parce que sinon, après, on se trouve enfermé dans une série de paradoxes et d'injonctions paradoxales qui rendent fou. Il faudrait, parce qu'on est pour le mariage pour tous, être pour le droit à l'enfant. Ben non, pas du tout. Je suis pour le mariage pour tous et je ne suis pas pour le droit à l'enfant. Ça n'a pas de sens. Je suis par contre pour le droit des enfants. Oui, voilà, oui. Les enfants ont des droits. En effet, ils ont des droits dont on peut débattre d'ailleurs, puisque ça fait partie du débat. Voilà. Donc, je suis partisan de la PMA, qui ne sera pas le fait d'un amendement socialiste, si vous voulez bien, quoique on ramène toujours tout aux socialistes, mais ce type d'amendement et ce type de proposition ont déjà été déposés par nos propres groupes, le groupe du Front de Gauche, et à plusieurs reprises. De même, par exemple, quand nous parlions tout à l'heure du suicide assisté, la première loi dans le domaine qui a été déposée au Parlement l'a été par Martine Billard, ma coprésidente. Hein. Donc c'est dire que ce sont des questions qui viennent de loin. Hein. Et vous comprenez quelque chose à l'attitude de François Hollande qui dit « je n'y suis pas personnellement favorable à la PMA, mais si ça vient dans le débat au Parlement, eh bien le Parlement est souverain ». Vous trouvez que c'est pas un peu l'hypocrisie à son comble Je ne vais pas mettre d'adjectif là-dessus, mais c'est tout ça, c'est du sophisme. Vous savez, depuis le 5e siècle avant notre ère, on connaît. Hein. Je n'ai jamais été d'accord avec cette façon de faire. S'il a une conviction, ben, il l'indique. Bon, il est contre. Ben, il le dit, il est contre. Personne ne lui en voudra. Donc on aura compris, c'est du François Hollande. Non mais attendez, j'ai pas dit ça, moi. J'ai pas dit c'est du François Hollande. Je vous dis s'il est contre, il le dit. S'il est pour, il le dit. Mais il dit pas, écoutez, vous n'avez qu'à décider. Bon, parce que tout le monde a un avis. Regardez, moi, je m'exprime là sur le sujet. Ben Vous-même, vous n'y aviez peut-être pas pensé il y a encore 15 jours. Et on est tous des citoyens, donc on est là, on se gratte la tête, on dit bon, qu'est-ce qu'on peut prendre comme bonne décision? Donc on essaye d'éclairer la décision. Bah, tout le monde a eu part à ça. Nous arrivons au terme de cette émission. Il y a une question quand même que je voulais vous poser. Je disais tout à l'heure que vous étiez coprésident du Parti de gauche. Marc Dolez, qui est cofondateur avec vous-même et président du Parti de gauche, ben, il démissionne, il n'est pas content. Il vous reproche, je cite, votre outrance. Et il affirme que la stratégie front contre front, on a compris Front National, finit par cornériser la gauche de la gauche. Oui, je ne pense pas que vous ayez retenu le cœur de son argumentation, parce que ça, c'est ce que le journal Libération, qui est le journal du Parti Socialiste, met en scène. Mais oui, vous me demandez en 2 secondes de répondre. Bon, non, voilà. Donc, que me reproche Marc Dolez? Je ne vais laisser de côté tous les aspects personnels assez énervants. Il aurait pu le faire, parce que le Congrès a lieu. Mais je vais sur le fond. Il dit, tu es trop dur avec le gouvernement, tu es trop éco-socialiste, et tu es trop front contre front. Il a raison. Donc nous avons une divergence, et une divergence de fond. Et il en arrive à la conclusion, c'est vrai, tout ça est vrai. Donc j'assume. Et il faut bien que quelqu'un ait raison. Donc il y a un congrès du parti pour le faire. Si j'ai tort, on s'explique devant les... On n'a rien d'autre. Hein. Mais lui, il s'en va. Bon, c'est son choix. Il s'en va et il conclut, je ne crois pas au recours. Si la gauche, c'est-à-dire le Parti Socialiste, échoue, ce sera la droite ou l'extrême droite. Mais alors, pourquoi avons-nous fait le Parti de gauche? Pourquoi avons-nous fait le Front de gauche? C'est précisément pour éviter que quand les socialistes échouent, ce soit la droite ou l'extrême droite. Nous avons fait tout ça pour ça. Par conséquent, j'estime qu'il s'éloigne dans cette attitude du fondamental, de la raison pour laquelle nous avons fait le Front de gauche. Mais il reste membre du Front de gauche, ben, tant mieux. On a un désaccord, c'est pas un drame. Mais oui, j'assume. Il n'y aura aucun compromis d'aucune sorte avec cette ligne gouvernementale. Jamais. S'il s'agit de pratiquer une autre ligne politique, oui, alors nous sommes disponibles. Mais pour celle-là, jamais. Donc vous divergez. Voilà, nous arrivons, excusez-moi, au terme de cette émission. Nous avons été très très longs, donc on n'a pas parlé de l'écosocialisme, on n'aurait pas pu parler de Notre-Dame-des-Landes, etc. Mais je signale que vous avez publié un livre qui s'appelle La Règle verte. C'est un peu ce que vous reproche, Monsieur Dolez aussi, c'est votre
Ah ligne. oui, c'est le fond de l'affaire. Marc n'est pas écolo pour un sou. Voilà, on a Donc compris je crois qu'il- que ça a été la goutte qui a fait déborder Il le n'était vase pas pour lui. d'accord avec vous sur cette ligne-là. Oui. Donc c'est la fin de ce numéro de Face aux chrétiens. La semaine prochaine, ce sera la semaine de Noël. Vous retrouverez Face aux chrétiens sur Radio Notre-Dame, RCF, en partenariat avec La Croix. Émission spéciale qui sera présentée par Dominique Gerbeau et qui accueillera Jean-Claude Guillebaud qui nous parlera d'un thème ô combien d'actualité qui s'appelle l'espérance. Juste encore un mot, on va déborder, mais tant pis. Guillebaud est superbe. Vous avez peur de l'apocalypse ? Non, on en discutera le lendemain, vous verrez, ça va être formidable. On va parler de l'apocalypse comme un bon souvenir. C'est le grand Mais soir. dans le livre ça, pour vous, il y a une phrase qui est magnifique dans l'Apocalypse qui nous fait réfléchir sur la structure du temps. Il est dit, pour lui, un an est comme un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et donc, vous avez là une idée de la relativité du temps. Tant pis pour le message incompréhensible que je délivre là, peut-être, mais bon, l'Apocalypse, c'est toujours l'idée de la fin de l'humanité. Ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige tout droit à la fin de l'humanité, pas à cause des Mayas ou de je ne sais pas trop quoi, mais à cause du modèle productiviste dans lequel nous vivons. Donc, lisez la règle verte, c'est une manière de vous en sortir. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci à tous. Bonne semaine de Noël, joyeuses fêtes. Au revoir, à bientôt. Joyeuse.